Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Aujourd'hui, on parle du rappel de salaire et de ses règles de traitement en 2026. Parce qu'imaginez la scène, un ancien salarié vous attaque au prud'homme, il gagne, et vous devez soudainement recalculer 3 ans d'heures supplémentaires. Et là, c'est le drame absolu pour le gestionnaire. Quel taux de cotisation URSSAF devez-vous appliquer, ceux d'aujourd'hui ou ceux d'il y a 3 ans? C'est pour ça que nous allons décoder ensemble les 5 catégories de rappel de salaire fixées par l'administration et je vais vous donner la méthode infallible pour ne plus jamais vous tromper sur les taux à appliquer. C'est parti. Alors, avant de plonger direct dans les complexités judiciaires, il faut vraiment bien définir ce qu'est un rappel en droit social. Oui, parce que, en gros, c'est quoi exactement ce qu'on appelle un rappel cahier? C'est si courant que ça? Eh bien, oui, très courant en fait. Fondamentalement, un rappel, c'est tout élément de rémunération qui est versé après la période d'emploi à laquelle il se rapporte. D'accord, je vois. Mais comment on se retrouve dans cette situation? C'est simple, la réalité de l'entreprise va très souvent plus vite que le logiciel de paye. Un manager qui valide une prime en retard, une info RH qui se perd un peu, vous voyez le genre? Ah ouais, le grand classique de l'oubli en fin de mois. Exactement. Donc, la première grande catégorie du boss, elle concerne les éléments versés selon une périodicité différente du mois en cours. Ah, vous voulez dire, comme les primes habituelles qui tombent juste en décalé, c'est ça? Les primes de vacances, ce genre de trucs? C'est tout à fait ça. Et pour ces cas-là, par pur souci de simplicité administrative, on applique directement les taux et les plafonds de la période en cours. On ne se complique pas la vie. Ok, donc on prend les règles du moment où on paye. Voilà. Prenons un exemple chiffré, bien concret pour que ce soit limpide. Si une prime de fin d'année, due pour l'année précédente, est finalement versée en janvier, eh bien vous lui appliquez les taux en vigueur en janvier. Attendez, cela veut dire que si les cotisations sociales augmentent au 1er janvier, l'employeur paye plus juste parce qu'il a versé cette prime avec un mois de retard. C'est une excellente remarque. Et oui, en effet, cela peut créer un léger surcoût. Mais c'est le compromis assumé par le législateur. Ah d'accord, on accepte de payer un peu plus pour ne pas faire une usine à gaz. Exactement. La logique derrière l'article R-242-1 du Code de la Sécurité sociale, c'est qu'il serait totalement absurde d'alourdir un bulletin avec des calculs rétroactifs complexes pour une simple prime. Surtout si ça ne change pas grand-chose pour le salarié à la fin, non? Voilà, ça n'impacte pas fondamentalement ses droits historiques. D'ailleurs, cette même règle de simplicité s'applique aussi à vos indemnités de congés payés ou de préavis. Ok, on regroupe tout dans le mois en cours pour les choses prévisibles. C'est ça, il faut éviter de multiplier les lignes de taux pour rien. Donc, à retenir, pour les primes à périodicité différente, la règle est celle du mois de versement. C'est dense tout ça? Vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre incomplet, 8 infographies qui décodent tout du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis, l'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique. Le lien est en description, mais revenons au sujet. D'accord, mais alors, comment on fait quand ce n'est pas une prime habituelle, mais qu'un manager a par exemple oublié de déclarer 20 heures supplémentaires il y a 6 mois? Ah, là, la situation est bien différente et c'est là que les erreurs coûtent cher. Nous entrons dans la fameuse catégorie des corrections d'erreurs ou des versements rétroactifs. Ah, donc si une augmentation tombe très en retard, on ne fait pas comme pour les primes? Pas du tout, la règle change du tout au tout. Depuis la grande clarification de l'administration au 1er avril 2021, la doctrine exige que l'on calcule ses cotisations en appliquant strictement les règles du mois où ces éléments auraient dû être payés. Ah ouais, carrément, on remonte dans le temps quoi. C'est exactement ça. La raison est simple, contrairement à une prime exceptionnelle, une heure supplémentaire oubliée impacte directement les droits sociaux fondamentaux du salarié. Vous parlez de quoi là? De ces trimestres de retraite par exemple? Tout à fait, la retraite, les indemnités journalières, etc. C'est crucial. Imaginez qu'un accord de branche impose une augmentation de 50 € au 1er septembre, mais n'est appliqué qu'en janvier suivant. Ok, donc il y a un rappel de salaire sur plusieurs mois. Voilà. Eh bien, le rappel de septembre à décembre subira les taux de l'année précédente. Mais c'est un cauchemar technique pour le gestionnaire ça non? Il faut littéralement remonter dans le temps et rouvrir les paramètres de plafond de l'année dernière juste pour 50 €? C'est exactement cela, oui. Et je ne vous cache pas que cela exige un paramétrage logiciel d'une immense rigueur. J'imagine oui. Et si le salarié a déjà quitté les effectifs, on fait comment? Cette gymnastique temporelle s'applique d'ailleurs aussi s'il est parti. S'il est parti en novembre et touche une prime de production de 200 € en janvier, on rouvre les paramètres de sa dernière période de travail, donc novembre. D'accord, on prend vraiment la photo de son dernier mois de présence. Et s'il était en arrêt maladie? Le principe reste le même. Si le contrat était suspendu pour un congé parental ou un arrêt maladie au moment des faits, on applique la règle comme s'il était actif à cette date précise. Waouh, ok. Il faut vraiment avoir les bons historiques. Absolument. À retenir, en cas d'erreur, de rétroactivité ou de départ, on remonte toujours le temps pour appliquer les règles sociales historiques applicables au moment des faits. On peut aller encore plus loin? Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger. Le lien est en description. Continuons. Bon, on a voyagé dans le passé pour l'URSSAF. Mais comment on gère la collision avec les impôts? Parce que le prélèvement à la source, ça se passe comment? C'est le grand paradoxe de la paye en fait. Car pour l'administration fiscale et le prélèvement à la source, le passé n'existe tout simplement pas. Ah bon? Mais et la fameuse DSN alors? Comment on fait avaler toutes ces périodes différentes sans déclencher des anomalies? Eh bien, procédons par étapes. Pour l'impôt, il se base sur la trésorerie immédiate, ce que le salarié touche là, maintenant. D'accord, donc sur le mois où on fait le virement. Exactement. Le rappel entre systématiquement dans l'assiette du mois de versement avec le taux actuel du salarié. Ok, donc c'est l'inverse des cotisations URSSAF rétroactives en fait. C'est tout à fait ça. Mais attention, il y a une seule exception redoutable à bien retenir dans ce mécanisme. Aïe, je sens le piège arriver. C'est quoi? Si le salarié est parti, son taux personnalisé n'est conservé que pendant une limite stricte de 2 mois. Ah ouais? Et au-delà de ces 2 mois, il se passe quoi? Si vous lui versez un rappel 3 mois après son solde tout compte, le logiciel doit obligatoirement basculer sur la grille des taux neutres. C'est complètement schizophrène en fait. L'URSSAF nous force à vivre dans le passé pour protéger les droits, pendant que les impôts exigent de rester dans le présent. Votre analogie sur la schizophrénie du système est parfaite, vraiment. Elle illustre bien la douleur quotidienne des professionnels de la paye. Ça oblige à découper le bulletin en morceaux du coup. Oui, c'est inévitable. Sur le bulletin, si le salarié est parti, il faut carrément éditer une nouvelle fiche dédiée pour isoler ses montants. Et pour la DSN, j'imagine que les serveurs n'aiment pas les mélanges. Surtout pas. En DSN, si vous mélangez les périodes, les serveurs de l'URSSAF vont rejeter votre déclaration en bloc. Ah, le fameux rejet DSN qui gâche la journée.
Exactement, il faut une séparation chirurgicale. Le bloc 51 pour la rémunération historique, le bloc 22 pour le bordereau et le bloc 23 pour les cotisations agrégées doivent correspondre exactement aux dates d'origine. D'accord, je vois. Chaque chose a sa place dans le bon bloc. C'est le secret pour que ça passe. À retenir, impôt au présent, séparation stricte des blocs en DSN. Juste une dernière question rapide. Et si le rappel est ordonné par un juge, au prud'homme par exemple? Les rappels judiciaires obéissent à la règle stricte de la période de travail. On applique systématiquement les règles historiques des mois exacts concernés, conformément à la décision de justice. Donc là aussi, retour vers le passé obligatoire. Absolument. Cela soulève d'ailleurs une question fascinante pour notre industrie. Avec la volonté de l'État de tout passer en temps réel, combien de temps ce système hybride, où l'URSSAF vit dans le passé et les impôts dans le présent, pourra-t-il encore survivre techniquement? C'est vrai que ça paraît compliqué à tenir sur le long terme. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paix, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair, avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées. Vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Oui, à très vite. À demain sur Maîtriser la paix. À demain sur Maîtriser la paix.